Bien, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Et ce QFD, c'est une association à laquelle je ne peux pas dire non. Comment dire, en tant qu'élève, c'était vraiment ça fait partie des très bonnes expériences de mes études, d'aller au séminaire sur QFD. Il n'y a pas de prof qui donne des talks. Je suppose que les élèves ont vieilli, donc je suppose que je suis invité en tant qu'ancien élève. Voilà. Donc je ne pouvais pas dire non, donc j'ai dit oui. Comment dire, je faisais à 4 h du matin juste avant, donc j'étais un peu. Je me sentais un peu comme Fidel Castro aux Nations Unies, le record du plus long speech aux Nations Unies. Enregistré, c'est Fidel Castro qui a fait 4 h 40. Donc moi, je vais battre Fidel Castro aujourd'hui. 5 h de suite. 5 minutes, je battrai Fidel Castro de 5 minutes. Je sais pas très bien ce qu'il avait à raconter. Ouais, donc j'ai décidé de faire un truc qui ne serait pas trop difficile pour moi. C'est le fait de recycler un talk que j'avais fait pour une audience assez générale. Juste avant le Covid, il y avait ce truc. Juste avant. Je pense que quand même, il y avait peut-être 9 mois avant le Covid, il y avait ce truc qui s'appelait Pint of Science. C'était dans des bars à Lausanne qui donnaient des talks scientifiques. J'avais préparé quelques petites simulations pour expliquer quelques phénomènes en probabilité. Et du coup, je me suis dit que je pourrais faire quelque chose avec ça. Donc, on va faire quelque chose avec ça, on va essayer. Donc, le seul truc, c'est que j'ai fait ces choses. La plupart de ces simulations, je les ai faites il y a un moment. Il y en a une que j'ai faite hier soir, donc ça je me souviens de comment elle marche. Mais les autres, on verra. Mais c'est pas très grave. Je pense qu'on découvrira. Donc, la première, c'est une chose assez basique. Vous savez peut-être, vous connaissez déjà peut-être tous. En tout cas, c'est pas la même audience que dans le bar que j'avais donné bonjour. Donc là, c'est un cercle intérieur en carré. Et, ça commence bien. Qu'est-ce que je dois tester? Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tiré 40 points au hasard. Donc le but, c'est de vous expliquer des choses en probabilité. Donc on va voir, peut-être que vous savez de quelle chose on parle. Donc là, j'ai tiré 40 points au hasard dans un carré. Et j'ai compté que sur ces 40, il y en avait 32 qui finissaient à l'intérieur du disque. Vous voyez où je veux en venir? Oui. Je me disais bien. Donc si on en prend 400, 312. Puis bon, c'était, disons, personnellement, c'était une de ces choses que quand j'étais gymnasien ou même encore avant. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire, à découvrir que les ordinateurs, on avait tellement de puissance de calcul, on pouvait calculer tellement de choses. Et on pouvait voir magiquement pi apparaître. Donc ça, en première approximation, c'est la loi des grands nombres. Les corrections, elles sont d'ordre combien? C'est quoi le nombre de chiffres qui est correct? Oui, mais en fonction de n, le nombre de chiffres ici. Si je fais comme ça, puis encore une fois, par exemple, c'est quoi le nombre de chiffres correct? Le nombre de grandes. Ouais, ça pourrait être plus rapide. Mais oui, c'est rapide. C'est quoi le nombre de chiffres corrects? Non, c'est pas une constante. 3, c'est une constante. En termes du nombre de chiffres, de là. À moitié. Ouais, bon, ok, désolé aussi, je vous avais levé la main. C'est la moitié qui est correcte à peu près. Pourquoi? Parce que 3, c'est une constante. 3, c'est une constante. En termes du nombre de chiffres, de là. À moitié. Ouais, bon, ok, désolé aussi, je vous avais levé la main. C'est la moitié qui est correcte à peu près. Pourquoi? Parce que 3, c'est une constante. 3, c'est une constante.
théorème central. Bon, les premières années, vous n'êtes pas censé savoir. Il n'y a pas que les premières années. Il y a aussi des deuxièmes années. Non, que première année. Je ne veux pas mettre la faute hein, sur les deuxième ou troisième ou quatrième année. Non, mais ok, en fait c'est le théorème central limite qui va vous donner que les erreurs, elles sont d'ordre racine carrée du nombre qui est ici. Donc c'est la moitié du nombre de chiffres. Bon, ok, ça c'était une première chose. Donc, comme vous le savez, probablement, quand on a une des choses assez chouettes ou étonnantes en probabilité, c'est que finalement les statistiques sur les grandes familles sont plus si aléatoires. Oui. Est-ce que vous pourriez aussi partager directement votre écran? Ah ouais, je l'ai pas fait. Ben, apparemment pas. Je suis censé. Je sais pas. Il me dit que je partage l'écran. Là, il voit bien. Là, c'est Bonne question. Non, mais là, je partage. C'est samedi que je partage l'écran. Vous voyez, là, je suis témoin. C'est tout bon. Ok. Bon, en vrai, à peu près de la moitié des décimales sont correctes. Comme on s'y attendait. Bon, deuxième truc. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez une petite créature qui monte et qui descend. Il probabilité une demi à chaque fois. Qui monte, qui descend et qui termine quelque part après 100 étapes. Et vous comptez le nombre de fois où on a terminé. Vous voyez où je veux en venir? D'une manière ou d'une autre, j'aimerais accélérer ce processus. Je ne sais pas si j'arrive. Ah oui, j'arrive. Et vous voyez, qu'est-ce que je vais obtenir à la fin? C'est une réponse, c'est une question. Ça j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de réponses simultanément vraies. Enfin, il se passe beaucoup de choses simultanément. Donc qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que vous avez des idées? Oui? Gaussienne. Oui, ça c'est en première approximation, je vois une gaussienne. Mais pourquoi je vois une gaussienne? Est-ce que je vois vraiment une gaussienne? Qu'est-ce que je vois? Il y a plein de choses ici. Ah oui, notez que ce morceau de code, théoriquement, peut cracher. Le truc, si. C'est un morceau de code qui est correct probabilistiquement. Ça veut dire que si vous torquez plus haut, là, le code va cracher, mais je sais qu'il ne va pas cracher parce que la probabilité qu'il crache est. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, ok, oui? Oui, en fait, ce que vous voyez ici, c'est une chose qui est approximativement binomiale. Parce que, donc, le nombre de marches qui se terminent ici, par exemple, c'est donné par le binôme de Newton. N sur 2 parmi n, où n ça donne de pas, donc c'est 50 parmi 100. Donc la chance de terminer ici, c'est 1 sur 2 puissance 100. Bah, je peux l'écrire au pas. 1 sur 2 puissance 100. Voilà. 1 sur 2 puissance 100 fois 50 parmi 100. C'est au milieu. De manière générale, c'est terminé en n. Donc, ça, c'est approximatif. Enfin, ensuite, bon, ça, il y a un grand terme. Mais c'est vrai que, donc ça, c'est une loi binomiale, et donc ça converge quand n tend vers l'infini, avec n sur n. Bon. C'est à peu près, du coup, ça devient une chose comme exponentielle de moins. Il y a un truc du genre moins exponentiel, moins x carré sur 2. Hein. Je pas si on fait le bon changement d'arrière par rapport à x. Mais à la base, c'est une binomiale. Mais à l'intérieur de cette binomiale, il y a quand même des fluctuations, puisque vous voyez que ce n'est pas exactement ce qui est possible de bouger. Donc, à l'intérieur de cette binomiale, il y a encore un théorème central limite qui vous dit à quelle vitesse vous convergez vers la binomiale. Mais en effet, bien sûr que cette binomiale est à peu près universelle. Donc, bon, pour ceux qui ne sont pas encore en deuxième année, c'est ce que vous allez voir en deuxième année. Le fait que cette binomiale est à peu près universelle. Bon, ça,
vais réussir. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez une petite particule rouge, et puis vous avez des petites boules blanches. Vous pouvez augmenter le nombre de boules blanches, et après, vous pouvez faire d'autres choses. Genre, mais alors, là, je ne sais plus c'est quoi les raccourcis. Je peux un peu tout essayer. Ça marche pas, hein, j'arrive pas. Bon, écoutez, je vais tricher, je vais devoir regarder le code source du truc pour savoir ce que j'ai fait. Quoi? Commande T et commande. Ah voilà. Donc vous pouvez augmenter le nombre de boules, puis après vous pouvez cacher les boules, et vous obtenez la trajectoire de la boule, rouge. Et ce que vous voyez, c'est que cette trajectoire, elle est faite de petits segments. Voilà, je continue d'augmenter le nombre de boules. Puis, j'obtiens une trajectoire très chaotique. Vous voyez ce que ça fait après enfin, vous savez ce que ça doit donner après? Après, je vais quand même écrire 2-3 théorèmes au tableau. C'est un peu plus précis. Vous savez ce que je dois obtenir? Oui? C'est le mouvement brownien. Ouais, vous obtenez le mouvement brownien en 2 blocs. Ça, c'est déjà un truc assez remarquable. Donc, le mouvement brownien, c'est un exemple d'une fonction qui n'est dérivable nulle part, qui est continue, clairement, mais dérivable nulle part. Et il a été historiquement observé par Brown, qui regardait des particules de pollen dans l'eau, et ces particules de pollen bougeaient. Et la grande idée d'Einstein, c'était d'expliquer en fait ce phénomène par l'idée que l'eau était en fait faite de petites particules, de petites molécules, et que ces molécules s'entrechoquaient avec la particule de pollen. Les chocs étaient aléatoires, et du coup, quand il y avait beaucoup de chocs, on obtenait quelque chose qui, à chaque instant, était donné par une gaussienne. Mais la trajectoire, les incréments de la trajectoire étaient tous gaussiens, donc c'était un processus gaussien. Mais qui a quand même beaucoup plus que juste la question d'être gaussien ou pas. La trajectoire, elle a vraiment quelque chose de très distinctif. Donc vous voyez que ouais, c'est rigolo, cette trajectoire avec... Donc, cette particule, elle n'a pas de vitesse, par exemple. On ne peut pas dire qu'elle a une vitesse instantanée. Si on devait lui donner une vitesse instantanée, ce serait l'infini. Bon, alors, qu'est-ce que je peux écrire comme ça? Donc, pour 1, 1, c'était la loi des grands nombres, donc c'était la somme sur n, 1 jusqu'à n, l'indicatrice que une paire de variables x, y, x, y, uniforme. Monsieur, Oui. vous pouvez écrire un peu plus au centre, on voit pas du tout. Juste. Je vais effacer, non, mais je vais effacer, Désolé. Non, on voit pas, on voit pas. Oui, vous avez x, y, uniforme sur 0, 1, y. Les points pris au hasard sur le carré. Donc, ce que vous regardiez, c'est donc vous comptiez le nombre de fois que les points tombaient dans le disque, donc xy plus y au carré de petit. Ça tendait vers l'espérance par la loi des grands nombres. L'espérance du fait que 1 xy soit au carré soit plus que 1, qui était l'air du disque.
et une seule carte. Le deuxième, c'était que la probabilité qu'un intervalle, si vous mettez une somme de xi, xi qui valent plus ou moins 1, avec 3 barres, la somme des xi divisée par racine de n, soit par un intervalle 1. Ça ressemble déjà à l'intégrale de l'exponentielle de moins x carré sur divisé par racine de 2. Quand n tombe à l'infini. Mais on ne faisait pas vraiment tendre à n à l'infini, on prenait juste n assez grand. Et ensuite, on faisait plein de réalisations. Et on regardait les événements que ces machins finissent dans un intervalle. Et sur les réalisations, ça tendait vers la probabilité. Donc c'est pour ça qu'on avait le budget. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une suite de fonctions. Qui vont de R dans R. Et ce qu'on a, c'est que Fn, quand n tend à l'infini, tend en loi pour la convergence uniforme vers une fonction aléatoire, le mouvement Brownian, qui est l'unique fonction continue, telle que, si je regarde comment elle a grandi entre le moment t et le moment t plus epsilon, si je regarde la coordonnée x, parce qu'il y a les coordonnées x et y, je regarde la coordonnée x et y, c'est une gaussienne, z1, z2, c'est deux gaussiennes indépendantes. De paramètres epsilon. Donc, la taille typique de Z1 et Z2, c'est racine négative. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est un truc que j'ai de nouveau oublié. Vous allez regarder. Je crois que c'est... Ah oui, ça c'était un truc un peu différent. C'est juste que je trouve des raccourcis clavier. Ça marche pas. Ah, on voit rien. Bon, je peux vous expliquer ce que c'était, et puis, malheureusement, mais je suis sûr qu'il doit y avoir moyen de faire un match. Vous savez, je vais tout relancer, on va voir. Non, tout était bon. Ce que je voulais vous montrer, c'était un exemple de processus de Poisson avec... ça m'étonne, ça, mais ok. Je ne sais pas combien de gens parmi vous savent comment ça fonctionne le minage de Bitcoin. Je sais pas, plus haut, vous n'êtes pas obligé de faire. Ok, pas beaucoup. Donc, bon, Bitcoin, c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais ça s'explique pas en 2 minutes, disons. Mais, disons, le minage de blocs se fait en résolvant une petite inégalité. Vous avez une fonction extrêmement chaotique qui envoie, disons, des suites de bits
essentiellement des suites de bits de longueur n vers 0,1 à la puissance 256. C'est très non linéaire, très chaotique. Et dès que vous changez juste un bit ici, ça change complètement le résultat. Très dur à inverser. Et donc le problème, c'est trouver x n tel que f de x est plus petit que 1 pour a donné. Et donc ça c'est en écriture binaire. Bon, grand L est très très grand, hein. Donc en fait c'est un problème qui a des milliards de solutions. Enfin, plus que des milliards, plein. Enfin, plus que ça. Mais en fait, trouver n'importe laquelle de ces solutions, c'est en fait assez dur. On n'a pas vraiment de meilleure manière que d'essayer des x au hasard. On va voir s'ils donnent de petits jeux. On n'a essentiellement pas de meilleur que ça. Et donc, l'idée c'est que les mineurs de Bitcoin, ce qu'ils font, c'est que à tout instant, ils génèrent aléatoirement des x, puis ils essayent de voir si ça fait ça. Le premier qui arrive à trouver, il publie le x, et après tout le monde peut vérifier que f de x est plus petit que a. Et sa découverte est prise comme la base d'un bloc qui sera utilisé dans la formulation des f suivants. Le truc intéressant, c'est que ce a, il est ajusté dynamiquement pour que le temps de découverte reste essentiellement le même. Donc, ce que vous avez ici, c'est que vous avez une quantité ahurissante de tentatives de x pour résoudre cette inégalité, de l'ordre, je ne sais pas, de 10 puissance 15 à 20, complètement ahurissant. C'est plus que n'importe quel ensemble de calcul mondial. C'est plus que Google, Facebook, tout ça ensemble. Et avec du matériel spécialisé. Donc ça. Et donc, voilà, on essaie de trouver des solutions à ce problème. Si vous trouvez une solution à ce problème, vous gagnez 6,25 bitcoins plus un peu plus. Ils ont 10 bitcoins. Si vous trouvez ça, c'est ce qui est une petite somme, disons. Mais voilà, c'est pas, ça coûte un peu d'électricité pour en trouver. Donc, le truc que je voulais raconter avec ça, c'est le temps de découverte. Quand est-ce qu'un bloc est découvert? Quand est-ce qu'une solution est découverte? En fait, c'est des milliards de tentatives d'une chose qui a une chance infime. Et qu'est-ce que j'obtiens comme voix? Plus fort? Oui? Non. Poisson. Un piège de poisson. Donc, en fait, c'est ce truc enfin, comment dire? Le nombre de réussites, c'est une loi de poisson. Le temps entre deux réussites, c'est pas ça. C'est quoi? Donc, beaucoup de tentatives. Avec petite chance. Bon, si vous avez beaucoup de tentatives avec une chance ridicule, ça fait 0. Il n'y a pas de réussite. Mais le truc qui est ajusté automatiquement, bon, c'est qu'il y a quand même essentiellement toutes les 15 minutes un bloc qui est trop. Donc, en fait, ça tend vers ce qu'on appelle un processus de poisson. Ok, je suis désolé, je voulais vous montrer, mais j'arrive pas. Donc, si vous regardez les réussites, c'est des trucs aléatoires, comme ça. Et donc, le nombre de réussites dans un intervalle donné, c'est pareil de poisson. Et le temps entre deux réussites, c'est une loi exponentielle. La loi exponentielle, c'est, comme son nom l'indique, la proba qu'elle dépasse t, c'est égal à exponentielle de moins la t pour un certain nombre.
Donc c'est une proba qui va... ça donne ça a une valeur typique de 1 sur lambda. Et ce qui est assez rigolo avec Beacon, c'est que ça donne vraiment une chose parfaite. C'est presque parfait en termes de loi exponentielle parce que le nombre de tentatives est tellement grand. Voilà. Donc avec ça, on peut avoir une bonne idée de la variance du temps. Bon, alors là, qu'est-ce que c'est? Là, un autre truc que vous connaissez pour le coup, pas parce que c'est pas intéressant, mais c'est juste que c'est moins enseigné. Donc c'est un réseau social avec au début une personne et ensuite là il y en a 4. Et vous allez avoir des liens entre ces personnes si elles sont amies. Maintenant, chaque fois qu'il y a une personne qui arrive, la chance qu'elle fasse une amitié avec une autre personne va dépendre pour cette autre personne de combien d'amis elle a. Donc, cette personne, plus elle a, cette personne par exemple a 2 amis, tandis que celle-là a un ami et l'autre a 0. Donc la chance de devenir ami va être proportionnelle essentiellement à 1 plus le nombre d'amis que la personne a déjà. Donc là, on va commencer à faire un réseau social assez grand. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart, ils sont tous seuls. C'est l'histogramme du nombre d'amis. La plupart sont tous seuls, mais là, il y a des sortes d'influencers. Ça, c'est ceux qui ont plus que 10 amis, je crois que c'est ceux qui ont plus que 50 amis. Et puis, bon, on continue comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi ce graphe-là? C'est quoi cette fonction? À peu près. Pas exactement. Oui? 1 sur x. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ça ressemble à un sur x, c'est ça? Ok, ça, dans le sens, c'est un de ces trucs où... C'est pas exactement un sur x. C'est un de ces trucs où, en fait, si on connaît rien, peut-être que ça se surprend. Peut-être en proba, ça se surprend peut-être pas tant que ça. Mais si on a fait beaucoup de probas, ça surprend peut-être beaucoup. Bon, si on en a fait beaucoup, on sait la réponse. Vraiment beaucoup, on sait la réponse. Mais c'est pas exactement un sur x. Mais moi, naïvement, je sais pas quand j'étais à la fin de ma 4e année de l'EPFL, j'aurais... Qu'est-ce que vous... je sais pas ce que j'aurais répondu. Mais... Ces choses de limite en proba, qu'est-ce que ça peut être comme résultat? Ouais. Ouais, intuitivement, on aurait tendance à dire que c'est des trucs qui doivent avoir l'exponentielle dedans, puisque c'est des trucs qui sont limites de quelque chose. Mais vous dites ça, et puis là, vous voyez qu'il y a quand même quelqu'un qui est complètement outlier par rapport à ça. Et pour l'exponentielle, si c'est l'exponentielle de moins x, c'est absolument impossible d'avoir quelqu'un comme ça qui est vraiment très très loin devant les autres. Absolument impossible. Pourquoi? Parce que l'exponentielle décroît très vite. Et si, par exemple, l'exponentielle de, je sais pas, k fait, je sais pas, un dixième, là, il y a peut-être un dixième des gens qui sont là. Là, on est à l'exponentielle de k à la puissance, je sais pas, 6. Il y aurait une chance sur même pas 1 million d'avoir quelqu'un ici. Alors qu'on a seulement, je sais pas, 1009. Je sais pas combien. Non, 1784. Donc, ça paraît vraiment pas possible, c'est ça. En fait, votre 1 sur x est beaucoup plus proche de la réalité, de la bonne réponse. En fait, vous obtenez 1 sur x cube. Donc, voilà. Ce qui explique pourquoi, de temps en temps, on a quand même des choses qui traînent là. Bon, c'est une variable qui a donc une espérance finie, une variance finie. Mais par exemple, la variance du carré est infinie. L'espérance du cube est infinie. Non, mais pour le coup, la variance est infinie. Excusez-moi. L'intégrale de x carré sur x cube, ça fait infinie. Voilà, l'espérance est finie, mais la variance est infinie. Donc, bon, ça s'appelle... Donc, ça, c'est un modèle qui représente le phénomène où ceux qui ont déjà quelque chose, ils deviennent plus riches que les précédents. C'est un phénomène de loi de puissance. En fait, dès que vous avez un phénomène de renforcement, ceux qui sont plus vous êtes riches, plus vous devenez riches, vous avez un truc de ce type. Il y a beaucoup de choses qui suivent en fait des lois comme ça, à part le nombre de connaissances. Qui, en fait, ça dépend un peu comment on définit connaissance. Mais par exemple, la taille des villes, la richesse des gens,
Et elle suit exactement ce genre de loi. Et vous avez peut-être entendu parler du fait qu'on peut détecter des fausses déclarations. On pouvait détecter des fausses déclarations fiscales un temps, par le fait que les revenus, en fait, ils doivent satisfaire cette loi. Et s'ils satisfont cette loi, ça implique des choses, par exemple le fait que le chiffre 1 apparaîtra comme premier chiffre beaucoup plus souvent que le chiffre 5 et encore beaucoup plus souvent que le chiffre 9. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Pour toutes les choses qui ont des lois de puissance, quelles que soient les unités dans lesquelles vous écrivez, c'est ça le point, quelle que soit la monnaie dans laquelle vous écrivez un montant, si ça représente la richesse des gens, je ne sais pas, le premier chiffre sera beaucoup plus souvent 1 qu'autre chose. Et c'est lié au fait que ces choses n'ont pas vraiment de taille caractéristique, parce qu'ils décroissent comme une loi de puissance, ils peuvent prendre des valeurs très grandes. Donc voilà. Donc, ça, c'est un modèle sur lequel j'ai travaillé pas mal d'années. C'est un modèle qui pourrait représenter... non, c'est pas le c'est un modèle aléatoire avec deux opinions, deux types de valeurs, rouge et blanche, qui peuvent être plus 1 ou moins 1. Et donc il y a des probabilités de transition. Et la probabilité qu'un rouge devienne blanc ou vice-versa va dépendre des voisins, du nombre de voisins qui sont d'une couleur ou d'une autre. C'est seulement plus vous avez de voisins blancs, plus vous avez une chance de devenir blanc, plus vous avez de voisins rouges, plus vous avez une chance de devenir rouge. Et ce qu'on peut faire, c'est que on peut changer, on peut ajuster cette chance en fait. Donc si là j'avais un paramètre que j'ai laissé à 0, ça s'appelle la température inverse. Donc là on est en température infinie, qui disait combien justement on était influencé par les voisins. Donc si on n'est pas influencé par les voisins, à très grande échelle, il ne se passe pas grand chose, c'est juste du bruit. Maintenant, si on commence à augmenter l'influence avec les voisins, eh ce qu'on voit, c'est qu'on a un phénomène assez intéressant. Et en fait, là, il y a un phénomène d'ordre qui se passe. Si on attend suffisamment longtemps, tout le monde va devenir blanc dans cette image parce que le bord est blanc. Donc là, presque tout le monde. Il va y avoir toujours des petites poches rouges comme ça. Mais ça, c'est amené à disparaître. Donc ce qui se passe, c'est que le bord est pensé être blanc. Et à l'intérieur, vous avez juste ce phénomène local où vous regardez les 4 voisins. La proba de rouge ou blanc va dépendre des 4 voisins. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce phénomène de transition de phase, au sens où si vous changez juste la force d'interaction, il y a un paramètre critique. Si vous êtes en dessus, vous avez un truc comme ça. Et si vous êtes en dessous, vous avez un truc qui sera en fait... il n'y aura pas de majorité claire qui va sortir. Enfin, il faut attendre un tout petit moment que le système se relaxe, comme on dit. Bon, là, j'agrandis j'augmente, je rapetisse les pixels, donc j'agrandis ici. Donc ouais, là, il n'y a pas de majorité. Et donc voilà, il y a un phénomène de transition de phase, donc ça a été montré dans les années 30 qu'il y avait un phénomène de transition de phase. Dans les années 40, on a su dire exactement à quelle valeur ça se produisait. Et puis, ce qui est assez... moi, j'ai travaillé beaucoup d'années de ma vie sur essayer de comprendre ce qui se passe exactement au point de transition de phase. Et en fait, au point de transition de phase, c'est encore un autre régime. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante qui se produit, c'est qu'on peut formuler ça de manière quantitative. En posant la question juste pour disons par exemple, un ou deux, prenons 2 points au milieu. Regardons, disons, rouge, c'est 1, blanc, c'est moins 1. Regardons un point et un autre point. Regardons le produit. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, quand je dis delta qui tombe vers l'autre, delta c'est la taille du carré. Vous avez ça. Quand delta tombe vers 0, ce que vous allez obtenir va dépendre de vos paramètres, qu'on appelle bêta. Bon, si bêta il est plus petit que sa valeur critique, ça sera comme un grand taux d'exponentielle de moins lambda bêta sur delta. Donc, comme delta va tendre vers 0, ce truc-là va être extrêmement grand. L'exponentielle de ce truc-là va être minuscule.
Si bêta est plus grand que bêta critique, vous allez obtenir une constante qui dépend de bêta et qui est positive. Et puis, hors paramètre critique, vous allez en fait avoir une constante fois delta puissance 1 quart. Bon, ça c'est bon. Moi aussi j'ai pu calculer la constante. Mais qui dépend de la position des points et qui dépend en fait. Je sais pas si j'ai des dessins de ça. Non. Voilà, bon. Non. Écoutez, non. Cette constante dépend essentiellement pour ceux qui ont fait le cours d'analyse complexe avec moi de l'équation hyperbolique, la distance hyperbolique. Bon, donc ça c'est un autre type de phénomène émergent où vous avez une transition d'ordre à désordre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au point de transition, on a l'émergence de votre puissance, un peu comme pour les amis. C'est des choses qui décroissent ni exponentiellement, enfin pas exponentiellement, qui décroissent comme des puissances. Ça, c'est les choses les plus intéressantes, à mon avis. Parce que c'est des choses qui ont essentiellement pas de taille caractéristique. Donc, c'est les seuls cas où, finalement, la nature microscopique, elle peut vous montrer quelque chose d'aléatoire au niveau macroscopique. Parce que c'est des trucs qui survivent aux grandes échelles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça, c'est une simulation que j'ai faite hier soir. J'espère que ça a marché. Donc, qu'est-ce que c'est? Au début, vous avez deux boules. Ça s'appelle une onde de Pauling. Vous avez une boule rouge et une boule blanche. Ça marche pas déjà. J'ai déjà oublié comment ça marche. Je relance. Ouais, ça marche. Donc, ça marche, mais c'est pas très facile à voir. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Au début, vous avez une boule rouge et une boule blanche. Tirez une de ces deux boules et vous allez remettre les deux boules comme avant, mais vous allez ajouter une boule de la couleur que vous avez tirée. Ensuite, là, vous retirez une des trois boules au hasard et c'est celle-là qui est tombée. Donc, vous allez rajouter encore une boule blanche. Donc, vous continuez comme ça. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Grande majorité de blancs. Oui. Est-ce que tout le monde, et qu'il y aura que des blancs? Bon, c'est pas presque que des blancs. Mais pour ce pourcentage, vous pensez que ça va tendre tout le monde blanc? En fait, c'est pas complètement clair. Même si il y en a trois. Ça semble, hein. Mais en fait, c'est pas complètement clair. Si maintenant je relance le truc, comment je le relance? Je relance. Bon, là, vous pensez quoi, par exemple? Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Bon, qui pense que ça ne converge pas? Qui pense que ça se stabilise? Okay. On relance encore une fois. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que ça se stabilise. Mais vers une quantité
qui est aléatoire et qui est différente sur chaque fois. Okay. Qui est en fait un nombre uniforme entre 0 et 1, la proportion. Déjà, ça c'est étonnant. Peut-être plus étonnant, c'est un chose que moi j'ai trouvé quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est pas possible, un truc comme ça. En fait, la loi de ce que vous voyez ici, c'est la même. C'est pas, ça ressemble, c'est la même, 100% la même, que si vous faisiez la chose suivante. D'abord, vous choisissez un nombre entre 0 et 1 uniformément. Et ensuite, vous ajoutez aléatoirement une boule rouge ou une boule blanche, sans regarder les boules précédentes, mais juste avec une proba qui est ce nombre que vous avez tiré à l'avant. Ces deux choses, c'est les mêmes. Ça s'appelle le théorème de définitive. Et c'est un phénomène vraiment très remarquable. Deux expériences qui sont dans un sens dual l'une de l'autre donnent exactement la même chose. Je réexplique. Dans cette expérience ici, vous avez l'impression qu'il y a un phénomène de renforcement, c'est vrai. Et qu'il y a une sorte de valeur finale, vous savez, une fois qu'on vous le dit, qu'il y a une valeur finale qui est découverte à la fin. Dans notre cas, la valeur finale est tirée à l'avance et tout le reste n'est qu'une petite fluctuation autour de cette valeur finale. Et les deux expériences sont les mêmes. Ok? Bon, tout ça c'était des phénomènes émergents en probabilité. Je vous remercie.